ici. Voilà, sans plus attendre, ça va partir. Le professeur et président élu en dehors de toute fraude électorale, Maurice Kamto, il va s'adresser à nous et après quelques minutes, nous aurons le droit, nous, quand je dis nous, les journalistes uniquement, auront le droit de poser des questions à Monsieur le Président. Monsieur le Président. Merci. Je voudrais une fois de plus vous remercier chaleureusement pour avoir fait de Washington le 9 février 2020 le point de focalisation de l'actualité et de l'événement politique du Cameroun. Ce n'est pas courant qu'un dirigeant politique puisse rencontrer un tel accueil de ses compatriotes. Ce n'est pas courant que l'on puisse sentir une telle chaleur. Et je voudrais ici dire combien nous sommes reconnaissants à la fois aux organisateurs et à nos compatriotes qui ont fait le déplacement parfois sur de longues distances pour être présents hier. Ma présence ici aux États-Unis, je voulais déjà indiquer notre présence parce que je ne suis pas seul. Je vois là mon frère et ami, M. Christian Pena Etoka. Les autres ne sont pas là. On aurait pu être encore plus nombreux dans cette délégation, n'eût été les difficultés d'obtention de visa pour certains membres de notre délégation qui sont restés en Europe. Je pense en particulier à Sa Majesté Bilo Aefa, à Maître Miss Parawasu, qui est la présidente des femmes du MRC, qui n'ont pas pu obtenir leur visa. Bon, n'eussent été ces difficultés, ils auraient été ici avec nous. Nous avons voulu montrer, lors de notre présence ici, qui est la dernière étape de la tournée que nous avons engagée à Paris, un visage d'un Cameroun uni dans sa diversité, qui est la vision que nous avons pour notre pays. Un Cameroun rassemblé autour de l'idée que nous voulons bâtir une république nouvelle, une nation nouvelle, prospère, mais dans l'idée que la prospérité collective doit être partagée. Donc je suis venu ici, nous sommes venus, disais-je, d'une part, pour exprimer à votre endroit notre gratitude pour le travail extraordinaire que vous avez fait. À partir de 2018 déjà, par votre intérêt pour la campagne électorale présidentielle, mais surtout après, pendant les 9 mois de notre détention. Vous avez montré que la diaspora camerounaise n'est pas ce conglomérat de gens désintéressés de ce qui arrive à leur pays ou qui se positionnent comme je ne sais quelle sorte d'adversaire, voire d'ennemi par rapport à ceux qui ont en charge la conduite des affaires du Cameroun. Mais il s'agit d'une diaspora désormais, je ne dirais pas consciente, vous n'avez jamais été inconscient, mais une diaspora déterminée à apporter sa contribution et toute sa contribution à la construction du Cameroun nouveau pour lequel nous travaillons et pour lequel nous devons continuer à travailler ensemble. Donc, vous remercier, mais aussi saisir cette occasion pour rencontrer là où c'est possible les dirigeants des pays qui vous accueillent, avec le souci majeur de leur exposer de vive voix la situation de notre pays, qui n'est pas une situation, oh loin s'en faut, réduisante. Nous faisons face au Cameroun aujourd'hui à des crises multiples, crises
humanitaire, illustrée d'abord par le conflit contre Boko Haram dans l'extrême nord du pays, mais amplifiée et soutenue par la tragédie qui se joue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je ne vais pas revenir sur le tableau sombre. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous devons y mettre un terme rapidement. Il me semble que nous sommes arrivés à un point au Cameroun où nous avons besoin d'un sursaut national. Nous sommes à une phase de l'histoire de notre pays où on doit pouvoir mettre de côté même les chapelles politiques pour nous ressaisir et dire qu'est-ce qui nous arrive. Comment se peut-il que un des pays phares de l'Afrique au cours des années 60, 70, 80 soit aujourd'hui à la traîne, pire, en pleine déliquescence, non pas seulement économique et sociale, mais dans son tissu social. On a réussi à fractionner même les lions indomptables. Et ça, ce n'est pas acceptable. Nous sommes là pour dire donc, réveillons-nous, ressaisissons-nous, remettons notre pays sur les rails. Il sera toujours temps de faire la politique politicienne si on veut. Mais la situation est grave. Et que l'on ne vous trompe pas, si vous prenez les chiffres, vous êtes à Washington, la Banque mondiale n'est pas loin, le FMI, à la limite, vous n'avez même pas besoin de nous pour avoir les données sur la situation économique et sociale du Cameroun aujourd'hui. J'ai écouté tout à l'heure un groupe d'experts économistes nous dérouler un tableau comparatif de la situation du Cameroun et de la Malaisie. Le Cameroun, en 1960, avait le même PIB par habitant que la Malaisie. Aujourd'hui, je crois que j'ai pu retenir les chiffres, mais le PIB de la Malaisie est multiplié, fait 10 fois, ou si je sais c'est combien, 17 fois le PIB du Cameroun. 17 fois. La Corée du Sud, pareil. Donc, sans même espérer être au même niveau de développement que ces deux pays, nous aurions dû au moins préserver ce que nous avions dans les années 80, à la fin des années 80. Et même cela, nous l'avons dit. Donc, ce n'est pas, je ne sais quelle sorte de critique vaine, critique pour la critique, que l'on s'attaque à ce que le régime actuellement en place fait au Cameroun. C'est un désastre. Je crois qu'eux-mêmes, je ne sais pas, il va falloir qu'à un moment donné, ils se secouent un peu pour se réveiller, pour réaliser qu'ils sont en train de mener le pays à la catastrophe. Ça n'est bon pour personne. Que l'on ne vous trompe pas en parlant de « je suis originaire de » non, c'est tout le Cameroun qui souffre. Quand vous allez à l'hôpital, on ne fait pas de distinction. Quand j'ai entendu ces fumisteries, le tribalisme ou l'ethnisme, je me dis où on est. Lorsque vous allez à l'hôpital, vous demandez le nom de l'infirmière ou son identité, vous remettez votre santé entre ses mains. Il ou elle peut être originaire de n'importe quelle région. Mais on veut vous faire croire que désormais, vous devez savoir d'où vient l'infirmier ou le médecin. Pour être sûr qu'il vient de votre région et que votre santé donc sera sauvée. Ça n'a pas de sens. Si vous faites un accident dans la rue, vous savez, celui qui va vous ramasser ou relever, non, vous n'en savez rien. Donc arrêtons cette absurdité. Comme je l'ai dit hier, personne d'entre nous n'a choisi de naître là où il est né. Et avant d'ouvrir nos yeux, nous découvrons que nous sommes nés dans un coin du Cameroun, dans un coin de la planète. On aurait pu naître au pôle Nord ou ailleurs. Ce qui importe, c'est de regarder chaque être humain avec le respect qui lui est dû en tant qu'être humain, de respecter sa dignité. Et si vous avez des griefs contre lui, d'avoir ces griefs sur la base de son comportement et non pas de préjugés grégaires. Il n'y a pas de communauté parfaite. Il n'y a pas de pire communauté dans l'absolu. On trouve ce qu'il y a de bien et de meilleur dans toutes les communautés humaines. Et seul cela doit guider notre comportement vis-à-vis de l'autre. Le jour où nous allons comprendre ça et que nous allons nous mobiliser en tant que collectivité nationale exceptionnellement dotée du point de vue des ressources humaines, alors je vous ai dit, nous aurons 10 ans pour changer la face du Cameroun, pas plus. 10 ans pour nous reconnaître le Cameroun. Je le dis parce que nous travaillons là-dessus tous les jours. Dès le premier jour, J1,
Lorsqu'on sera en capacité de gouverner le Cameroun, vous verrez qu'on déroulera le programme. On n'arrivera pas pour terminer, pour demander par quel bout on commence. Donc, je voudrais que vous soyez confiants pour terminer, que vous soyez confiants, que personne ne vous fasse douter. Nous allons passer encore par des moments difficiles, parce que, évidemment, ceux qui sont, comment dirais-je, tirent avantage de la dictature, de l'absence de vision, vont tout faire pour ne pas perdre les privilèges. J'allais dire, c'est tout à fait dans l'ordre naturel des choses. Mais nous devons être conscients de cela et organiser justement le combat politique en conséquence. Ce dont vous devez être sûr, c'est que ça peut encore durer, ça peut être encore difficile, mais nous allons atteindre le but. Amen. Et rien ne nous dégagera par rapport à cet objectif. Pour construire un Cameroun nouveau, bon pour tout le monde, y compris pour ceux qui le détruisent aujourd'hui. C'est cela notre engagement et c'est ça notre vision du Cameroun. Nous avons un rôle particulier dans l'histoire de l'Afrique et je crois que les décennies à venir vont vous montrer ce rôle particulier que le Cameroun a. Je vous remercie et je suis entièrement. Bien, voilà. Merci beaucoup. Okay, we caution the show hand. I will take the mic and go around. I will take the first hand I saw up. So, you have the questions? Yes, Monsieur Bienvenue, Washington. You laid out a very good vision about Cameroon, but regardless, there is a humanitarian crisis in the Northwest and the Southwest. And I'm curious, you've spoken about the need to release all political prisoners. Curious, does that include Sisiku Ayutabe and the others who were arrested in Nigeria? And also, do you support a blanket amnesty for the Amazonian fighters, including those who have committed grave human rights abuses, should you become president of the Republic? Thank you. Yes, I think I was quite clear on that issue. When I talk of the release of all the political prisoners, I mean all the political prisoners, no exception. Because you cannot resolve the political crisis through the judiciary. Time will come with a committee of truth and justice. We still have time to go into that kind of fight. But at the first stage, you need to stop the war. And to stop the war, make sure that all the stakeholders are involved. And how can you involve all the stakeholders if you don't create an environment conducive for such a dialogue? That's why I say release all the political prisoners. If you want to start with the judiciary, then you have some military also going through the judiciary. You will not just pick up some members of armed group because they committed crime. I'm not saying they didn't commit any crime. That's not the issue. The issue is how do you stop the war and how do you move from there to build a long-lasting solution for the Northwest and Southwest. And that it is my commitment. Our commitment is that should we have in the coming weeks, months, or years, the position of ruling the country, who will give a chance to peace. And for me, releasing all the political prisoners is giving them the chance to go and see their families. Some of them do not have any family anymore. You are aware probably that many villages, between 200 and more, were razed, burned down to ashes. You need these people to go back to their villages and see if they still have their grandparents and so on. They are human beings. And let them make consultation among themselves, have a position, designate their own representative for an inclusive dialogue. I will see that if we put our minds and our heart together, we'll come out with a long-lasting solution. That's why we say release all the political prisoners, including Ayutabe, Sisiku, and the others. Okay, thank you very much. Please, wherever you take the microphone, give your name and your newspaper. Okay, that was Max Boney, the first one. The second one here. Okay. Only journalists, please. Only journalists. Good evening, Professor. My name is Samuel Omwenga. I'm with Afrique Today TV. First, if I may remove my journalist hat and make a comment just as an individual, it's a personal opinion. I think you join a very special class of people among those who have struggled to pray to bring independence in their respective countries, in Africa especially.
Many have actually paid very dearly, some with their lives, some like you with incarceration, but that's a badge of honor you should wear and take it to the logical conclusion, as many of those who survived all those ordeals were able to. Now, to ask my question is relating to your boycott of elections, and that is something which is historically, those who have studied, followed what that is and what it entails. Generally, there are two purposes known for a boycott. Yeah. I'm not going to ask you to identify which one of the two purposes, but the question I'll ask is, to what extent you believe this will bring about a different outcome than has been in almost all of the other cases historically that it has been tried and not succeeded. Second question related to that, and to the extent you can share, do you have a plan B if indeed the objectives you intended to obtain with the boycott are not realized? And the last question I'll ask is, there has been a tendency in Africa that we know. I'm from Kenya. I can speak from experience from Kenya and other countries that we know. Leaders who have been in power, once they've tested it, don't want to leave. It's a very known fact. Nobody disputes that. But we have seen an emerging trend whereby those who cannot withstand the pressure anymore, either they have given up and said, okay, you can have some multi-party system, give power here and there. And most recently, those who really don't want to leave are really trying a very peculiar way to stay in power, and that is to share power with those who are in opposition, but still remain controlling. To what extent is that an issue that you're looking at, and what are you going to do to address that, if you may? Thank you so very much. I will start with the last question, and then I used to tell my friends, if we succeed in getting into power, my commitment is that we should have limited mandate. If for any reason you realize that I forgot my commitment, please recall me that it's time to leave. No, seriously. I thought I would have. I wish I had my liberty to enjoy the rest of my life with my family, going tour around the world, or maybe in Caribbean Sea or also. I like, by the way, I like poetry, but I would like to have more time to, No, I don't see myself hanging to power. To prove what? You just take your own share, make your own small contribution, and realize that you are only a human being, and that if they give you 10 lives, still you need more time to develop a country, and you will never achieve or finish the work for the development of the country. Look at the US. They are still making effort here and there, developing this and that. Why should African leaders think that they are the only ones who are able to run the country and construct roads, railways? Just start. If I reach the power and I can lay down solid institutions, and I can put down the basics of a solid state, then I've achieved my goal. Let the youngster or the young people continue. And tonight I give you the authorization to come to Cameroon and remind me if I spend one more day, one single more day, I can come and tell me it's time to leave. I'll remember that. Yeah, absolutely. God willing. So, what about the boycott of elections and the outcome? The question was not, the issue is not our fate, but the fate of Cameroon and Cameroonian people. And the question before us was, what is the right decision to be taken at this time? Do we go to elections or not? What will be the meaning to go to elections? And the answer was clearly, you should not go to elections for
The obvious reason is that we are advocating for bringing peace back in the Northwest and Southwest. You cannot complain that there are too many killings, too much killings in the regions, and still you go to elections knowing perfectly that the people from the regions will not take part in the elections. They will not be in position to vote because of the ongoing war, because of the increasing number of military sent by the government there. If you look at the turnout of the elections, you will see that it is the lowest the country has ever experienced. I am relying on the data released by the African Union observers, who talk of about 38% participation. And according to other sources, it is 15%. But yet, in the coming days, you will be listening to government saying maybe 71. It means that clearly, people of Cameroon listen to us and share our own view that they are not in favor of the separation, because if you don't allow people from the English-speaking part of Cameroon to take part in local elections, the elections of the MPs, their direct representatives, it means that you don't. The message you sent to them is that they are not Cameroonians anymore. Yes. And we will not be accomplice of that type of policy. That's why we took the decision not to go to elections. That's the first reason. The second being that since 2013, we've been asking for the reform of the electoral system because there are a lot of shortcomings. And after the experience of 2013, we made a lot of proposals to the government, including, for instance, the single ballot paper, for instance. Put all the candidates on the same ballot paper, because with that you will cancel the bite or the selling of votes. Because the practice in Cameroon is that when I go to vote, I have several ballot papers. I put out, they say, okay, if you bring me back the ballot paper of Mr. Kanto, then you will have 5,000 CFA. Yes. But if all the candidates are on the same ballot paper, then you have no chance to do so. We ask for that. You will not have any appropriate answer. We went to the elections in 2018, presidential elections. We won the elections in the polling stations. But the results proclaimed by Constitutional Council was that Mr. Biya won the elections. So you can win the elections in the polling stations, but yet be the loser. Yes, when you proclaim the result. Taking into consideration that context, he said the same cause will produce the same effect. For that reason, there is no reason why we should go to elections. And the facts are, you know, we are speaking volume because it speaks volume because obviously, how can you go to elections knowing perfectly? The Cameroon National Assembly has 186. Before going to elections yesterday, the ruling party already had 134 seats before they go to elections, because the opposition party did not present any candidates in the constituency where you had 135 seats. And yet they are pretending that they will have some influence or whatsoever in the parliament, in the voting of bills and submitting draft bills to the parliament. It's a joke. They are misleading Cameroonians, and we are not politicians. You know, this type of traditional politicians. We didn't create our political party to bargain with power, to have some more money or to have some personal position. We are here to carry on serious political change in our country and working hard for that. What is plan B? There is no plan B. We have plan A and plan A and plan A. And plan A and plan A and plan A is that we do whatever it takes to make sure that there is a reform of electoral code and we go to new elections. And we are very confident that we will win the election
whether you call it tonight or tomorrow, we are ready. Amen. Bonsoir, professeur. Je suis Léopold Yarmdieu, je porte la voix pour Equinox Télévision. Alors, depuis un moment, vous êtes en tournée. Je voudrais savoir si c'est une opération de charme, une opération de campagne, de communication, pour pouvoir expliquer, n'est-ce pas, des choses que vous avez, des décisions prises, n'est-ce pas, au sein de votre parti, que vos militants, vos sympathisants n'ont pas pu bien comprendre, ou alors vous avez un calendrier bien précis. Merci. Toute action politique est toujours tout cela à la fois. C'est à la fois une opération de charme, c'est en même temps une opération d'explication et à la fois un calendrier que vous mettez en œuvre. Sinon, ce n'est pas une politique sérieuse. Oui, opération de charme parce que nous voudrions convaincre et avoir avec nous de manière durable la diaspora camerounaise. Parce que nous ne voulons pas que votre réaction soit simplement ponctuelle et émotionnelle par rapport à notre détention, mais que vous compreniez et partagiez le sens du combat que nous engageons pour notre pays et adhérer à la vision que nous proposons au peuple camerounais. Donc c'est une opération de charme. Mais c'est aussi une opération d'explication du sens de la décision que nous avons prise le 25 novembre 2019 de ne pas aller aux élections législatives et municipales qui ont eu lieu hier, 9 février. Pour que les gens ne croient pas que nous avons pris cette décision sur un coup de tête, ou bien pour adopter des postures politiques, mais que c'est une décision grave, tellement grave que effectivement nous prenions le risque de, comme certains disent, d'être éliminés de la scène politique, si vous voulez, en fait, d'aller dire des mécanismes institutionnels en place, de ne plus avoir de députés à l'Assemblée nationale, de ne plus avoir de conseillers municipaux, mais ce n'est pas grave. C'est important, mais ce n'est pas grave. Parce que vous ne créez pas un parti politique juste pour faire ce qui correspond à vos calculs individuels. Si l'objectif, c'est d'apporter vraiment le changement dans votre pays, vous devez y compris prendre le risque de payer un prix fort pour atteindre l'objectif en question. C'est pour cela que nous avons dit, nous n'avons pas créé le MRC pour avoir donné quelques positions politiques à nos camarades, pour qu'ils deviennent députés ou maires. C'est pour que le changement après lequel les Camerounais courent depuis 1992 arrive enfin dans notre pays. Que voulez-vous que je vous dise, si je vais vous donner quelques chiffres? Je vous ai dit que le produit intérieur brut du Cameroun était de 1800 $ des États-Unis en 1985. Il est de 1500 $ en 2020. Est-ce que vous avez entendu? 1800 $ en 1985. Il est de 1500 $ en 2020. Ça veut dire qu'il y a un décrochage, une perte de 300 $, mais ce n'est pas tout. Parce que même si nous avions 1800 $ en 1985 et 1800 $ en 2020, ce serait toujours terrible. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, le renchérissement des coûts des biens, etc., du niveau de vie. Donc, si vous gardez les mêmes revenus pendant 20 ou 30 ans, vous perdez votre pouvoir d'achat. C'est clair? Mais nous n'avons même pas gardé cela. Donc, c'est pour cela que la pauvreté croît de manière exponentielle au Cameroun. Est-ce que c'est moi qui donne ça? Ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Donc, je voudrais que vous compreniez que ce que nous disons, nous ne décrivons pas un Cameroun qui est abstrait. C'est un Cameroun réel. Vous voyez les vidéos, les réseaux sociaux ont ceci de formidable qu'on vous y insulte beaucoup. Et cela vous apporte aussi de l'information. Et vous pouvez voir des images des ministres de la République avec de très beaux gandoura qui s'assoient dans une salle de classe qui est faite de blanchiment. Ça, je n'ai pas. Donc, quand je dis que notre pays n'est pas dans un bon état, ce n'est pas des postures. Je voulais donc venir sensibiliser mes compatriotes de la diaspora sur cette situation. Aujourd'hui, au Cameroun, vous avez plus de chances, toutes les chances de trouver la mort à l'hôpital que de rester chez vous.
Ah oui. C'est factuel, ce sont des faits. Et donc, je voudrais que, en tant que pays, en tant que peuple d'une même nation, nous nous ressaisissions un peu. Nous nous ressaisissions dans beaucoup de domaines. Le combat que nous menons, si on accède au pouvoir, ça va être même déjà de rétablir le Cameroun dans la situation où il était en 1982. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'il y a 40 ans, il y a une génération, 40 ans, une génération et demie. Parce que une génération, c'est entre 25 et 30 ans. Nous parlons de 40 ans. Donc ça, ce sont des faits. Je voudrais que quand nous parlions de Cameroun, nous soyons factuels. C'est pour ça que je vous ai dit, les insultes me laissent indifférent. Je m'en fous. Si vous donnez des professions pour cela, c'est votre problème. Vous venez même, je vous finance pour que vous m'insultez, mais ça va pas changer. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Alors, voilà, je vous remercie. Une dernière question, parce que nous allons passer à la seconde phase de la soirée. Bonsoir, Président. Je voudrais saisir cette occasion aussi pour dire bonjour à toute la délégation qui vous accompagne, et principalement à M. Pédé Koka. Je suis Dr. H. Emile et j'interviens comme consultant à Média 2 Africa. J'ai deux questions à votre intention. La première question, je veux partir de vos analyses, de vos positions. Vous avez dit à plusieurs reprises que vous êtes un homme de dialogue, que vous souhaitez avoir un dialogue inclusif. Vous avez dit à plusieurs reprises que toute guerre s'achève autour d'une table, c'est-à-dire dans le cadre des négociations, d'un dialogue, ce qui suppose des concessions et des compromis de part et d'autre. Dans le contexte du Cameroun actuel, que ce soit politique, que ce soit social, quel est le compromis, quelle est la concession que vous êtes disposé à faire? Pour être plus concret, dans des pays comme le Kenya, dans des situations exactement comme celles que nous vivons au Cameroun, on est passé par ce qu'on a appelé le gouvernement de coalition. Est-ce que le président Kamto, avec toute sa coalition, serait prêt à entrer dans un gouvernement de transition, pas de coalition, pas un gouvernement de transition qui impliquerait toutes les composantes politiques et sociales du Cameroun, ne serait que pour abréger la souffrance des Camerounais et fixer ce jour J pour le décollage du Cameroun? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question va aller au global, à l'international. Et je sais que vous êtes bien à l'aise là-dessus. Quand on a compris et a étudié tous les discours sur la promotion de la démocratie par la communauté internationale, la question qu'on se pose quand on voit nos différents pays, c'est de savoir si nous sommes concernés par ce discours sur la promotion de la démocratie. Parce que quand nous voyons des exemples, prenons seulement l'Afrique centrale que nous tous nous connaissons bien, on a l'impression que c'est des petits îlots confiés à des dictateurs qui ont le droit de vie et de mort sur leur population. On a plutôt l'impression d'être sceptique sur l'apport réel et la volonté réelle des puissances occidentales de promouvoir la démocratie dans nos pays. La question que je me pose, professeur, c'est de savoir, dans la situation actuelle, où tous les vrais opposants qui ont gagné les élections dans leur pays, je prends seulement le cas du Gabon voisin, malgré tous les efforts que vous avez faits sur le plan international, c'est la situation que c'est la situation, rien n'a changé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que nous, la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine, doit continuer à cette communauté internationale? Je vous remercie. Merci. D'abord,
La démocratie n'est pas l'affaire de la communauté internationale. C'est d'abord l'affaire des peuples. Vous ne faites pas la démocratie pour plaire à la communauté internationale. Vous ne respectez pas les droits de l'homme pour plaire à la communauté internationale. Vous respectez les droits de l'homme et vous faites la démocratie pour vous-même, dans l'intérêt de votre peuple, dans l'intérêt de votre société. Il faut que nous partions de là. La communauté internationale n'intervient que pour vous accompagner. Du reste, la plupart du temps, c'est nous qui allons solliciter la communauté internationale. Je n'ai donc pas à mettre la communauté internationale en défi ou à lancer une suspicion. Pourquoi est-ce que la communauté internationale interviendrait si vous faites la démocratie normalement? Et je note d'ailleurs que vous n'avez cité que quelques pays, mais il y a des pays aussi où ça marche. Je vous signale que le Ghana en est à sa quatrième élection, fait alternance, n'est-ce pas, avec des présidents de la République qui n'ont fait qu'un mandat et ont perdu des élections face à leurs adversaires et ont transmis le pouvoir. Au Ghana, il y a 3 anciens présidents vivants qui rendent visite au président en fonction, au palais, pour discuter avec lui la bonne marche des affaires de leur pays. Oui, mettons souvent cela aussi en valeur, pour que l'on ne croit pas qu'en Afrique, il n'y a que le désastre, et que, justement, nous gagnerions aussi à nous inspirer de ce qui marche bien en Afrique. Je ne dis pas que le Ghana est un paradis, mais ça nous, au moins de ce point de vue, c'est exemplaire. Le Botswana est là, qui marche bien, à la fois sur le terrain de la démocratie et sur le terrain du développement économique. Ce n'est pas un pays d'un autre continent ou d'une autre planète, c'est en Afrique. Ils ont infiniment moins de ressources que nous. Mais regardez le résultat de l'utilisation de leurs ressources en termes du niveau de développement. J'ai été dans ce pays, croyez-moi, ça n'a rien à voir avec le nôtre. Donc je veux dire, il faut qu'on comprenne très bien que ce sont les hommes qui font la démocratie comme le développement. Et cela part de la volonté et de la vision des dirigeants. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme cela. Si vous n'avez pas justement ce souci de votre pays et l'envie, quelque chose que vous portez en vous, de voir votre pays être un pays bien, où il fait bon vivre, vous n'allez rien faire. Maintenant, vous me dites, est-ce que, donc j'espère que j'ai répondu, j'ai commencé par la deuxième question. La première, c'est est-ce que je suis prêt à entrer dans un gouvernement de coalition, de transition. Pour moi, ça, c'est une question théorique. C'est une conjecture. Parce que vous ne m'avez pas donné tout le contour de votre gouvernement de transition. Comme, vous savez, chez moi, on dit qu'on n'achète pas la poule dans le sac. Quelle est sa configuration? Quelle est sa mission? C'est pour faire quoi? Dans quelle durée et quoi? Donc, on verra. Maintenant, si vous dites le gouvernement de transition, est-ce que vous avez déjà vu que ceux qui sont en place, dans le régime en place, le pouvoir en place, a déjà fait la moindre... Est-ce que ça lui traverse même l'esprit? Vous voulez faire votre gouvernement avec... Faites la spéculation des conjectures. Est-ce que vous avez déjà appris qu'ils ont tenté de nous d'approcher qui que ce soit avant qu'on ne le suive? Ils ont seulement construit un mensonge, une idée farfelue en disant que j'ai écrit pour demander qu'on me libère. Mais depuis que j'ai écrit, je n'ai jamais fait quelques démarches. Est-ce que quelqu'un a démenti? Non. Alors pourquoi est-ce qu'on passe le temps à construire les mensonges? Donc, vraiment, quand vous serez clair sur votre gouvernement, Je vous remercie. Mesdames et messieurs, comme je vous l'ai annoncé avant l'arrivée du président, nous avons terminé avec cette conférence de presse. Nous demanderons donc à toute l'assistance en dehors de M. Penda Efoka et M. Zonanto, j'ai cru voir, de rester assis. Thank you very much, ladies and gentlemen, to be here. You can now go outside. While I will take some few reactions from the crowd, while Professor Maurice Kamto will be setting while they set the stage for a face-to-face, I will take 2 reactions.